Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Tournoi et joute, quand les champions entrent en lice. Mais que sont ces lices, L-I-C-E, et non pas ces listes, évidemment. La lice désigne l'espace entouré de palissades où se déroulent les tournois. Et voilà que les champions se haranguent avant d'en venir au combat, que les fanfares résonnent, que les chevaux trépignent et que le public, particulièrement les dames, est au comble de l'émotion. Oui, ça y est, la joute peut commencer. J'ai vu le vainqueur du tournoi. Qui c'est le vainqueur, joli prophète? Tu es trop curieux, joli merle. Tu verras demain. J'ai vu le vainqueur du tournoi. Lancelot sur France Culture en 1975. Bonjour Dominique Barthélémy. Bonjour. Médiéviste, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l'Institut de France, professeur émérite à Sorbonne Université, directeur d'études émérite à l'École pratique des hautes études. Dominique Barthélémy, j'utilise ces mots, tournoi, joute. Y a-t-il une différence? C'est quoi la définition de ces deux mots-là? Oui, alors dans le vocabulaire des historiens, un petit peu plus précis que celui des sources, on distingue en effet les deux. Le tournoi, c'est un affrontement général, une mêlée opposant deux équipes, un petit peu comme une bataille réelle, sauf qu'il y a quand même une série de précautions qu'on prend, et notamment dans un tournoi, on ne tue pas les chevaux. De toute façon, ni en bataille ni en tournoi, on ne tue les chevaliers, mais dans le tournoi, on ne tue même pas les chevaux, on essaie plutôt de les capturer, de les gagner. Et puis la joute, au contraire, c'est un affrontement individuel, alors là aussi où on évite de tuer l'adversaire, mais ça se prête beaucoup plus au spectacle, et historiquement, les formes initiales sont plutôt de type tournoi, vers le XIIe siècle, et la joute, Marina Vialon me confirme, je pense, prend une importance croissante au fil de l'histoire. Marina Vialon, vous êtes docteur en histoire à l'École pratique des hautes études avec une thèse sur les tournois à la cour de France au XVIe et XVIIe siècle, une thèse dirigée par Sabine Fromel. Écart temporel très impressionnant, hein. Vous venez d'évoquer le XIIe siècle avec Marina Vialon. Nous sommes bien plus tard, jusqu'au XVIIe siècle. Tout à fait. En France, en tout cas, les derniers tournois, les dernières joutes qu'on recense datent du début du règne de Louis XIII, et même dans certains pays, ça dure même un peu plus longtemps. Donc on est sur une temporalité énorme, en effet. Et de l'évolution, évidemment, sur une telle temporalité. Alors absolument, oui, puisque au départ, le tournoi vraiment se distingue imparfaitement de la guerre féodale. Hein, il s'en distingue progressivement, alors que il devient de plus en plus un spectacle. En principe, un certain nombre de manuels d'études historiques portent qu'il s'adoucit de plus en plus, mais je crois qu'en réalité, il y a toujours un peu une variété de circonstances. Il y a toujours des accidents graves, et notre pauvre roi, je vous laisse, mais 1559, c'est bien triste. Hein. Tout à fait, il y a toujours des accidents, même si en fait on essaie de plus en plus d'avoir des protections, donc des armures spécialisées, parfois des armes émoussées, pour éviter l'accident. Mais ça reste un sport de combat, et donc comme aujourd'hui, il peut y avoir des accidents, mais il y a moins d'accidents à la fin de la période qu'au début, en fait. Les morts sont quand même assez rares proportionnellement au nombre d'événements. Dominique Barthélémy, bien souvent, au moment de réfléchir à la notion de Moyen-Âge, on sait très bien que les dates imposées n'ont pas grand sens. Il y a une continuité avec l'Antiquité. Cependant, avec cette idée de tournoi ou de joute, est-ce qu'on peut trouver des origines antiques? J'ai pas l'impression. On voit bien que c'est quelque chose qui se met peu à peu en place à un certain moment de notre histoire. Oui, le tournoi est quand même quelque chose de très original, hein, je crois. Même quand on compare aux exercices guerriers d'autres élites à fonction guerrière importante, au Proche-Orient, au Japon, etc. Je pense qu'on ne trouve jamais vraiment d'équivalent de notre tournoi, dont, malgré tout, la spécificité principale, c'est d'être, je crois, dans une certaine continuité avec la guerre. Hein. Aux origines, les tournois ont été des épisodes pendant des sièges. Les jeunes chevaliers assiégeants ou assiégés trouvaient qu'il n'y avait pas assez d'animation. Je crois Piaffet d'un passage
patience autant que leurs chevaux, et les adversaires qui n'étaient pas sans communication entre eux se mettaient d'accord pour organiser des rencontres avec un certain nombre de conventions. Alors il y avait aussi des dérapages, mais il y avait des conventions. Et puis c'est vraiment cette idée-là de spectacle, vous venez d'utiliser le mot. La notion de sport appliquée à ce qui nous intéresse aujourd'hui est un tantinet inadapté, on le voit bien, c'est pas du sport. Mais si l'on regarde cet aspect de spectacle, dans les premiers temps, Dominique Barthélémy, il n'y a pas de spectacle encore à ce moment du tournoi. Ça vient petit à petit. Alors bon, c'est quand même très sportif, un tournoi. C'est-à-dire que les tournoyeurs adroits et forts ont quand même un entraînement physique, ont quand même, pour certains d'entre eux, un statut de champion qui peut se prêter à certaines comparaisons avec le sport contemporain. Et c'est pas entièrement le contraire, mais il y a quand même de vraies différences, comme vous l'avez noté, oui. Marina Vialon, pour les tournois qui vous intéressent du XVIe et du XVIIe siècle, cette fois-ci, il est réellement question de spectacle. Oui, même un petit peu plus tôt en fait. Du moment où le tournoi commence à se dérouler en public déjà, donc est-ce qu'avant c'était on va dire en race campagne, vraiment entre chevaliers, du moment où on commence à avoir un public, on va dire non militaire, donc des dames, des juges, commence à avoir des règlements, la notion de spectacle quand même apparaît. Et cette notion, elle s'intensifie au fur et à mesure de la période, et à partir surtout du XVe siècle, on a des formes de tournois très cérémonielles où la notion spectacle est très importante, et même il y a des règlements qui permettent d'avoir plus de spectacles. Par exemple, on va limiter un certain nombre de coups dans les combats à l'épée pour justement que ça dure pas trop longtemps, pour pas que les gens s'ennuient. Donc il y a quand même une régulation même de l'acte guerrier pour le public à destination justement des spectateurs pour pas qu'ils s'endorment pendant les manifestations. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui dans le cours de l'histoire sur France Culture. Comment s'est opérée cette évolution de ces premiers combats qui simulaient la guerre à ce qui est devenu ensuite un spectacle, car vous l'avez dit Dominique Barthélémy, aux origines, bien sûr, c'est plutôt la mêlée. Le but du jeu est plutôt simple, faire tomber toute l'équipe adverse par terre, presque tous les moyens sont autorisés. Vu de l'extérieur, le Béour, ça ressemble un peu à une grosse bagarre avec un tas d'armures qui se foncent dessus et qui se tapent le plus fort possible. Alors c'est un peu ça, mais pas que, selon Jeffy. Au début on tape un peu sans réfléchir, puis vu que c'est fatigant, on se met à réfléchir après. Et pour la stratégie, on s'adapte en fonction de son physique. Il faut de l'équilibre, ouais, parce que quand on se fait charger sans s'y attendre, ou quand on se fait plier en deux, il faut quand même tenir sur ses jambes. Après, c'est sûr que quand t'as de la force, t'es avantagé, tu peux plus facilement pousser un mec ou tenir un mec. Ceux qui sont petits et plutôt légers, ils ont plutôt intérêt à être cardio, à être vachement cardio pour pouvoir bouger et pas se faire attraper. Mieux vaut être costaud physiquement parce que courir sous le soleil avec une armure qui fait en moyenne 30 kilos, c'est fatigant. Alexis se repose un peu, il est venu de Nantes. 30 kilos plus le gant bison, il tient très chaud, donc là on crame, au fond. Réfléchir après. Ah voilà, nous avons une reconstitution historique présentée sur France Inter en 2019 du Béour, c'est ça? Oui, alors là, effectivement, le Béour, c'est une forme un petit peu édulcorée en principe, parce qu'on n'a pas la lance tranchante, mais je voudrais faire une petite réserve sur cette notion de mêlée. C'est-à-dire que je crois qu'il ne faut pas se représenter les tournois du XIIe et XIIIe siècle comme des combats continus dans la pagaille. Il y a des intervalles, les combattants se regardent les uns les autres. Vous parliez de spectacle, mais on voit bien, aussi bien dans les tournois que dans les batailles. Bon, j'ai été amené à souligner ça dans mes études sur la bataille de Bouvines, qui est pas le contraire absolu d'un tournoi en 1214. Les combattants cherchent un adversaire plutôt qu'un autre, se regardent les uns les autres, et parfois des combattants de la même équipe ont des altercations, pour ne pas dire pire, pour savoir qui va avoir le privilège d'affronter un adversaire fameux ou d'être celui qui le fait prisonnier et qui prend son cheval. Donc c'est pas la véritable mêlée, hein. C'est quelque chose de plus subtil que ça, avec des espaces et avec des pauses où on fait attention qui contre qui. C'est conformément au principe de base de la chevalerie qui est toujours attentive à ça. C'est pas dénué de paroles, ce moment-là. Il y a le phénomène de harangue entre les différents compétiteurs. Il y a des héros qui regardent ce qui se passe et qui font le compte-rendu après. C'est-à-dire, le tournoi donne lieu à des récits devant les dames, à des récits devant l'ensemble de la société.
Et puis ici, cette idée de spectacle tient aussi, on l'a bien dit, au public. Ces premiers tournois, pas de public, hein. En soi, nous sommes en parallèle du combat guerrier. Oui, sauf que, comme dans un combat guerrier, les combattants sont à eux-mêmes leur propre public. Hein. Ils se regardent. Les chevaliers sont très narcissiques. Ils se regardent en train de combattre. Oui, c'est ça. Et puis, la réflexion sur les sources vient évidemment ici. Qu'est-ce que l'on dispose comme source pour réfléchir à ces tournois? Alors, Marina Vialon va en avoir beaucoup plus que moi. C'est vrai que c'est une activité dont les débuts sont assez mal documentés. L'Église n'y est pas très favorable. Or, la plupart de nos sources viennent de l'Église. Hein, sont la première interdiction ecclésiastique assez modérée, dans le fond, des tournois date de 1130, mais c'est un des grands signes, un des grands indices, pas tout à fait le seul, mais presque, de leur développement. Donc, alors après, nous avons quelques chroniques qui en parlent, mais une difficulté ou une joie, je ne sais pas ce qu'il faut dire, c'est que souvent les tournois interviennent dans la littérature, dans les romans, Chrétien de Troyes et d'autres aspects de la littérature arthurienne. On introduit des tournois. Alors, est-ce que ces tournois qui nous sont bien décrits par la littérature sont les tournois réels ou pas, hein? Et puis après ça, il arrive que les tournois réels s'inspirent de la littérature et deviennent une espèce de théâtre inspiré de la littérature. Vous devez avoir ça aussi, madame. Exactement. Oui, pour la fin de la période, donc à partir du 14e, surtout à partir du 15e siècle, on a donc les mêmes sources plus d'autres sources. On va avoir aussi toutes les chroniques de héros, parce que l'office de héros aussi va se développer beaucoup à partir du 15e siècle. Ils sont aussi les rapporteurs des faits d'armes. Ce sont eux qui parfois rédigent les règlements. Et donc on a ces règlements de tournoi que l'on conserve. On a pour le 15e, 16e siècle aussi des lettres d'ambassadeurs qui nous racontent les tournois auxquels ils ont assisté. Et on a parfois les biographies des grands personnages qui ont vécu certains de ces tournois et qui vont être mis en valeur dans ces récits. Et on a les relations. On commence à avoir des relations officielles qui sont commanditées notamment par les princes qui organisent eux-mêmes les tournois pour pouvoir diffuser ensuite, parce qu'il n'y a pas de télé, il n'y a pas de radio, donc quand les gens ne sont pas là, eh bien il faut ces rapports officiels qui sont imprimés à partir du XVIe siècle et qu'on va diffuser à travers l'Europe. Les héros que vous évoquez, ce sont des héros AUT. Oui. Des héros AUT, voilà. Absolument. Ce ne sont pas les mêmes que les héros OS de Chrétien de Troyes. Un mois après la Pentecôte, le tournoi s'assembla et se livra sous Tennebrock, dans la plaine. Il y eut là maintes enseignes vermeilles, maintes guimpes et maintes manches, des bleues et des blanches, qui avaient été données par amour. On y apporta des lances, beaucoup teintes d'azur et de sinople, beaucoup aussi d'or et d'argent. Beaucoup de bons chevaux, bossants et alezans, fauves et blancs, noirs et bais, tous s'élancent au galop les uns contre les autres. Le champ est tout couvert d'armures. De part et d'autre, toute la ligne des combattants s'anime. Le tumulte du combat s'élève. Grand est le fracas des lances qui grincent. Les lances se brisent. Les écus sont troués. Les haubères faussés et démaillés. Les chevaliers sont vidés de leur selle et tombent. Les chevaux suent et écument. Tous tirent leurs épées au-dessus de ceux qui tombent à grand bruit. Les uns accourent pour les faire prisonniers sur parole. Les autres, pour les aider à reprendre le combat. Mathieu Copal dans le cours de l'histoire qui nous lisait Chrétien de Troyes. Dominique Barthélémy, document majeur ici. Alors absolument, je voudrais, si vous voulez bien, souligner une chose, et c'est vous féliciter justement de faire cette émission aujourd'hui. On l'a entendu, il y a beaucoup de tournois en période de Pentecôte. Alors au Moyen-Âge, peut-être encore après, vous nous direz, le grand moment pour les adoubements de chevaliers, c'est la Pentecôte, ou le dimanche d'après, et on enchaîne directement sur des tournois ou des joutes. Donc le mardi de Pentecôte, vraiment, comme aujourd'hui, c'est la haute saison des tournois. C'est le pic. Alors, joute, tournoi, selon l'organisation. Après, effectivement,
Le texte qui vient d'être lu par Mathieu Copal est typique des descriptions de tournois, hein, c'est-à-dire qu'il y a de la casse, les chevaliers se font quand même mal, il y a des accidents, il faut un certain courage pour aller au tournoi, et peut-être on peut souligner aussi qu'un tournoi, ça coûte extrêmement cher, parce que malgré tout, il faut un équipement haut de gamme, il y a les armes et les armures, il y a les chevaux, et tout ça, ça suppose qu'il y a notamment des princes. Je crois que très tôt, les grands princes du XIIe siècle, sans organiser eux-mêmes, ont financé les tournois de leurs jeunes fils et de leurs vassaux. Et donc, il faut bien voir que ça suppose de se dérouler dans des régions relativement riches, avec des villes et du commerce, hein, pour fournir les chevaux et les armes. Ce texte de Chrétien de Troyes, Érec et Énide, ça c'est vers 1160. Mais vous nous avez dit, Dominique Barthélemy, que 30 ans plus tôt, l'Église avait interdit les tournois. Oui, alors si l'Église interdit et répète les interdictions, bien souvent c'est qu'ils ont lieu et qu'ils sont effectifs. Comment ça se passe en fait? L'Église interdit, mais les champions sont toujours bien présents. Alors c'est un point important, ça, d'histoire du Moyen-Âge, c'est de savoir si l'Église avait vraiment la capacité d'influencer les rapports sociaux au point d'interdire un usage qui était très important pour la classe dominante des chevaliers. Alors effectivement, pendant 2 siècles, il y a eu des interdictions, quand même un petit peu nuancées, parce qu'en 1130, ce qu'on interdit, c'est la sépulture chrétienne pour les chevaliers, mais on les excommunie pas, et on autorise quand même qu'ils aient la pénitence et le viatique en mourant. Ce qui signifie en fait que après leur mort, leur famille noble va tout de même, dans la plupart des cas, pouvoir s'arranger avec l'Église. Il y a même un seul exemple, et ça fait peu, c'est en Allemagne, à Magdebourg, où l'évêque n'accorde la sépulture à un chevalier mort qu'à condition que ses frères et ses cousins jurent de ne plus faire de tournoi. Mais habituellement, on ne demande même pas ça. Alors, au cours des 2 siècles, donc de début 12e à début 14e, où il y a des interdictions, on a des sources, des échos qui vont vraiment dans des sens un petit peu divergents, variés. Il y a des prédicateurs au XIIIe siècle qui ne cessent de dire que les tournoyeurs vont en enfer. Il y a des papes dont la législation est quand même très sévère, introduisant l'excommunication. Et puis il y a au contraire une pratique sociale qui a l'air assez laxiste, et surtout un argument fort qui est que les tournois sont un entraînement pour la croisade. Les tournois deviennent des endroits où on peut recruter des croisés, je crois qu'ils le resteront d'ailleurs assez longtemps. Et finalement, en 1316, quand le pape Jean XXII lève l'interdiction de tournoyer, c'est sans doute pour diverses raisons, mais l'argument principal qu'il avance, c'est justement que les tournois sont utiles à la croisade. Et puis j'ajoute que, comme on l'a dit, il y a une évolution. On part du tournoi à la joute. La joute est peut-être moins choquante pour l'Église. Enfin, elle n'a jamais été très favorable, mais c'est vrai que peut-être ça aide aussi à tolérer un peu mieux les tournois en pays chrétien. Marina Viellon, qu'en est-il au XVIe, XVIIe siècle? En fait, voilà, le tournoi n'a jamais été vraiment interdit. Donc, par exemple, pour la France, le fameux édit qui autorise officiellement les tournois par le pape, en fait, par exemple, dans le cas de la France, ça va permettre aux rois de France de participer eux-mêmes au tournoi après leur sacre. Parce que quand même, il y avait quelque chose qu'ils respectaient, c'est que quand le roi de France était sacré, il était représentant de l'Église, et donc il s'abstenait de lui-même tournoyer après son sacre. Alors après ça, les rois de France vont être beaucoup plus impliqués dans les tournois eux-mêmes. Ils vont jouter en public, et ça va être une partie importante de leur politique, en fait, jusqu'au début du XVIIe siècle. Et donc, il y a toujours pas d'interdiction. Alors les tournois sont toujours assez dangereux. Les joutes ne sont pas les uniques façons de tournoyer à la fin de la période. On a toujours les tournois traditionnels qu'on appelle la mêlée. Jusqu'au début du XVIIe siècle, on en a également. C'est même très très actif en France au XVIe siècle. La joute est très populaire, mais il n'y a pas que ça.
Donc même après l'accident d'Henri II, on y reviendra peut-être, l'interdiction des tournois n'a pas lieu, elle continue parce que c'est très important socialement. Et oui, c'est ça, hein, quand il y a un besoin social, ou en tout cas pour reproduire des habitudes et puis même une reconnaissance, une identité de la part des chevaliers, les tournois demeurent présents, mais pour un bon tournoi, il faut des armes. Que tenez-vous là? Est-ce toi qui poses les questions? C'est balance. Fait-on avec la lance comme avec le javelot? Mais non, on frappe en la tenant. Ah, alors elle ne vaut pas mes javelots. Oh. Valet, je t'ai posé une question. Et cela? C'est mon écu. À quoi sert-il? Il me protège. Gauvin, tu perds ton temps avec ce gallois. Ils sont tous pareils, plus bêtes que nature. Possible, mais celui-ci me plaît. Il a l'air franc et ouvert. Je lui dirai tout ce qu'il voudra. Enfant, as-tu vu cette pucelle? Et cela? C'est mon Aubert. À quoi sert-il? Il me protège aussi. Oh, de tels Aubert, Dieu garde les biches et les cerfs. Êtes-vous né ainsi? Mais non, Valet, personne ne peut naître ainsi. Qui vous a donné ces atours? C'est le roi Arthur, quand il m'a fait chevalier. Me les donnera-t-il aussi? Si tu vas trouver le roi Arthur et que tu lui dises de ma part, sire, Monseigneur Gauvin vous requiert de me faire chevalier, il te les donnera. Le grand livre des aventures de Bretagne. C'est sur France Culture en 1978 qu'il y avait cette adaptation du livre de Maître Blaise, Dominique Barthélémy. On ne peut pas réfléchir au tournoi sans penser la matière de Bretagne. Il y a un modèle ici, on a l'évocation de toutes ces armes. Juste pour bien comprendre les tournois, les joutes, nous avons cette représentation chevalier face à un autre chevalier sur un cheval avec des lances. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça, un tournoi. Déjà, c'est pas juste un moment précis. Écoutez, évidemment, c'est plus complexe, mais malgré tout, un chevalier face à un autre avec une lance, c'est la vérité. Ça a commencé comme ça, c'est-à-dire que dans le courant du XIe siècle, il y a, mais elle sert aussi dans les batailles, une nouvelle escrime de la lance, une lance plus longue et plus lourde qu'avant, assez difficile à tenir et à bien manier, mais ça demande un entraînement dès l'enfance, quoi, dès 8-10 ans, je pense. Et une selle également qui tient bien le dos du cavalier afin qu'il puisse se pencher pour désarçonner l'adversaire, mais au risque qu'il se fasse très mal s'il est lui-même désarçonné. Et donc, en fait, cette technique permet de désarçonner, vise à désarçonner facilement un adversaire. En principe, on peut quand même aussi le transpercer, si vous voulez, mais c'est un mode de combat qui, techniquement, doit pouvoir limiter les morts d'adversaires. Parce qu'une fois que l'adversaire est désarçonné, évidemment, on n'y touche plus. De toute façon, il est empêtré dans son armure. Mais, enfin voilà, si vous voulez, il y a quand même une technique qui, en effet, repose en bonne partie sur la lance. Après, il y a des tournois où on tire l'épée aussi, il y a des variétés. Il y a des règles qui se mettent peu à peu en place pour aboutir au moment où tout cela devient figé, où les souverains eux-mêmes participent au tournoi au XVIe, XVIIe siècle? Oui, il y a beaucoup de règles. Alors, sachant que les règles, ça dépend d'un tournoi à un autre aussi. Chaque tournoi a son propre règlement qui va concerner notamment l'équipement, puisque chaque épreuve, on va dire, dans tel tournoi, vous allez jouter avec tel type d'armure ou tel type d'arme, armes émoussées ou non. Évidemment, les armes évoluent beaucoup sur la période. Vers la fin de la période, on est sur l'armure complète. Donc, par exemple, l'écu disparaît, sauf dans certains types de joutes, puisque l'armure est assez solide pour encaisser les coups de lance. Et puis, les règlements mettent en place aussi, notamment pour la joute, un système de points, on pourrait dire, puisqu'on compte en lance brisée. Le but n'est plus vraiment de désarçonner, mais de briser sa lance sur l'adversaire avec des points plus ou moins difficiles à atteindre, notamment la tête, où on vise la tête puisque c'est ce qui donne le plus de points. Et même parfois, lorsqu'on emporte le plumail donc du casque, il y a aussi des points supplémentaires. Et au contraire, lorsqu'on va par exemple toucher ou blesser le cheval, on va être éliminé. C'est toujours ça. Le cheval est un bien très très précieux, et donc on est très très strict sur le fait qu'il ne faut pas blesser les chevaux.
Il ne faut pas faire n'importe quoi, on le voit bien. Et puis dans cette idée de règles, ou en tout cas de mise par écrit de l'organisation d'un tournoi, le bon roi René de la partie. Enfin, on voit ici peu à peu se mettre en place des textes qui codifient un peu ce que doivent être ces tournois. Oui, ça codifie. Alors sachant, comme je dis, ça dépend vraiment d'un tournoi à l'autre. C'est-à-dire, il n'y a pas un code général pour tous les tournois d'Europe. Ça dépend des pratiques locales, ça dépend de l'événement en particulier, des types d'épreuves qu'on va mettre en place. Comme je vous dis, c'est 15e, 16e siècle, on a donc plusieurs types de combats à cheval, plusieurs types de combats à pied, on a même des tournois qui imitent le siège, parfois des batailles. Donc selon évidemment ce type d'événement, il va y avoir des réglementations variées. Dominique Barthélémy, sur ces tournois-là, vous l'avez évoqué, il faut une grande préparation, il faut une maîtrise des différentes armes, il faut une maîtrise de l'art équestre. Enfin, ça demande des années depuis le plus jeune âge. Hein. Alors, certainement, les jeunes chevaliers doivent être entraînés à l'avance, mais les tournois, les jeux contribuent aussi à leur entraînement. Hein. Ce qu'a dit Madame Vialon, là, est, je crois, très important, c'est-à-dire qu'il y a une grande variété de tournois, les règles et les modalités évoluent, et c'est vraiment une constante de l'histoire des tournois. C'est une forme relativement plastique. Hein. Il y avait sans doute déjà des conventions et des règlements, mais non écrits, sur lesquels tout le monde était d'accord au XIIe et XIIIe siècle. Nous ne les connaissons pas très bien. Si je peux réagir aussi sur un autre point, vous avez dit, madame, et en effet, à un moment, les rois entrent en lice. Mais alors, évidemment, le problème a pu se poser pour des fils de rois ou des princes. Ce qui est ennuyeux, c'est qu'un roi, d'abord, il peut lui arriver malheur, et ce pauvre Henri II en fera l'expérience, mais c'est ennuyeux si le roi perd, hein, parce que ça pose un vrai problème. Il s'agirait pas quand même que le roi aille au tapis trop souvent dans le cours des tournois. Et ça permet de peut-être d'explorer un point qui ne nous est pas très familier par rapport aux compétitions sportives, hein, où on fait des classements, où on dit toujours qui gagne perd. Bien sûr, les tournoyeurs du Moyen-Âge ont un palmarès, mais dans beaucoup de descriptions de tournois, par exemple, il y a un beau texte de 1285 d'un trouvère appelé Jacques Bretel, qui décrit le tournoi de Chauvency, en Lorraine, eh bien, il fait attention de dire aussi souvent que possible, les deux ont donné un beau spectacle, ils se sont donné de bons coups. Il n'insiste pas du tout sur la question de savoir qui a gagné, qui a perdu. Alors, entendons-nous bien, ça vient souvent, hein. Et d'ailleurs, la preuve que ça vient, c'est qu'il y a des tournoyeurs qui sont mécontents d'avoir été battus, qui pensent qu'ils ont été battus d'une manière déloyale, et qui ensuite cherchent à se venger d'une manière déloyale aussi. Enfin, il peut y avoir des querelles de sang parce que certains sont mécontents d'avoir perdu. Mais justement parce qu'il y a ce risque, d'un autre côté, beaucoup de nos sources évitent de trop insister. Ça dépend un peu, mais évitent de trop insister. Ce qui est bien, c'est qu'on ait été entre chevaliers et qu'on ait montré qu'on est tous très bien, que les dames sont enthousiastes et se contentent de leur rôle principal qui, au fond, est d'admirer les garçons, d'admirer les tournoyeurs et de les inciter à faire des prouesses. C'est vraiment de plus en plus important, hein, cet aspect-là avec ce public composé en partie de dames. En grande partie de dames, et d'ailleurs dans les tournois de la fin de la période, il est vraiment quand on annonce un tournoi, il est vraiment explicitement dit que le tournoi est fait pour les dames. Elles sont l'objet principal du spectacle. En tout cas, sa justification, puisque la guerre c'était quelque chose entre hommes, mais le tournoi permet de le présenter aux dames, et surtout la femme noble, la dame, elle a un rôle particulier dans le cérémonial, dans les décisions finales pour la remise des prix, dans la remise des prix elle-même. Et donc les dames sont un élément très très important du tournoi. Et d'ailleurs, on nous dit bien qu'on ne peut pas avoir vraiment de tournoi sans dames à la fin de la période. Et lorsqu'il y a encore quelques tournois justement sur les champs de bataille, même là, les chevaliers disent « nous le faisons pour nos dames » qui ne sont pas là, mais elles sont là en esprit.
Dominique Barthélémy, Absolument. l'importance des dames. Oui. Absolument, mais d'ailleurs, on fait tout pour les dames, en principe, quand on est chevalier, c'est-à-dire à la 7e croisade, dans un moment tragique, devant la Mansoura, le comte de Soissons dit à ses compagnons, bon, eh bien, c'est une bataille un peu désespérée, maintenant, nous allons nous illustrer de telle sorte qu'on en parlera dans la chambre des dames, c'est-à-dire dans la salle du château, à l'étage, où les dames reçoivent. Donc, de toute façon, dans l'idéal chevaleresque, les dames jouent un rôle important. Alors, on pourrait ajouter que, dans certaines variétés de tournois, puisque vous l'avez très bien dit tout à l'heure, il y a quand même une grande variété, qu'on appelle des tables rondes, qui se répandent à partir du XIIIe siècle, puis qui renaissent sous différentes formes. Le cérémonial peut prendre plus d'importance que le tournoi lui-même, que le combat lui-même, et avec de très longues entrées en matière, et on fait des équipes, des binômes, une dame et son chevalier, et la dame intervient, entre en scène d'une certaine manière. Il arrive, par exemple, je crois que c'est au XIVe siècle, j'ai lu ça, comme les chevaliers sont en principe captifs de leur dame, à l'entrée en lice, les dames tiennent captifs avec une ficelle, avec un fil, les chevaliers. Et puis elles les libèrent. Elles vont dans les tribunes, le tournoi a lieu, et à la fin, elles reviennent prendre possession de leur chevalier. C'est évidemment une possession théâtrale et ludique. Mais enfin, vous voyez, on leur fait jouer un rôle dans la liste même, dans le déroulement même du tournoi. Le tournoi se déroule sous les doux regards de Madame. Les doux regards de Madame Adam de la Halle au XIIIe siècle dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Laurence Mille avec aujourd'hui la technique Noé Chaban et aujourd'hui tournoi et joute. Les champions entrent en lice. D'ailleurs, c'est intéressant de voir combien ce vocabulaire du tournoi est resté dans notre vocabulaire contemporain. On l'a dit, tournoi, joute bien sûr. Pour le sport, tournoi, on l'utilise beaucoup. Entrer en lice, ça c'est souvent politique d'ailleurs. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais de fait, parfois, les tournois opposaient des équipes ou des personnages qui avaient entre eux de véritables luttes politiques et conflits politiques. Pas toujours, mais ça arrivait. Donc il y avait une vraie cohérence dans ce domaine, avec ce tournoi qui ne se fiche pas. C'est ça qui est vraiment intéressant et on le voit bien, cette diversité continue. Vous l'avez dit, Dominique Barthélémy, il faut de l'argent. Pour pouvoir participer à un tournoi, il faut être évidemment aristocrate. Il faut, si l'on n'a pas d'argent, bénéficier du soutien alors familial, les parents, bien sûr. Est-ce qu'un seigneur peut soutenir un vassal, dire tiens, tu seras mon champion? Alors, effectivement, il y a un problème de financement.
Je pense que oui, les seigneurs peuvent, notamment à l'occasion d'un adoubement, faire don du cheval ou d'une partie de l'équipement au vassal, ou bien le vassal qui malgré tout est seigneur par ailleurs d'une seigneurie rurale, ou lui ou son père peut lever une taxe pour l'adoubement qui lui sert à s'équiper, qui va donc lui permettre d'entrer en lice à la fois au tournoi et à la guerre. Donc là, je me situe au XIIe siècle. Après, donc, dans la période que je connais le moins mal, XIIe et XIIIe siècle, au tournoi, on gagne quand même beaucoup, puisque on peut gagner le cheval de l'adversaire. Donc, d'une certaine façon, il y a des tournoyeurs, je crois qu'on voit ça assez bien dans l'histoire de Guillaume le Maréchal, qui est un texte en ancien français du début XIIIe, mais qui raconte des tournois des années 1160-1180. Eh bien, on prête un cheval, les chevaliers peuvent même faire des emprunts pour avoir un cheval et des armes, mais ensuite, ils font des gains. Et dans un seul tournoi, si on est bon, si on a de la chance, on va pouvoir gagner plusieurs chevaux. Il y a quand même des tournoyeurs qui font des fortunes importantes, qui après, d'ailleurs, se font des amis en donnant une partie de leurs gains, en les donnant aussi aux héros à UTS, pour que le récit qui sera fait de leur prouesse devant les dames soit encore plus beau que nature. Tout ça apparaît très bien dans l'histoire de Guillaume le Maréchal. Et la condamnation de l'Église s'accompagne d'une petite pique qui dit, on dirait des foires, on dirait elle dit détestable foire. Autrement dit, on est très sensible à ce côté véritablement coup de poker, jeu, gains importants, pertes importantes aussi. C'est une dimension très marquée dans l'histoire de Guillaume le Maréchal et dans d'autres sources du XIIe siècle. Évoquer Guillaume le Maréchal nous permet d'écouter évidemment Georges Duby. Guillaume le Maréchal, c'est le Platini de son temps, n'est-ce pas ? Il fait fortune grâce à ses aptitudes physiques. Le tournoi au XIIe siècle, au XIIIe siècle, ceux dans lesquels le maréchal a triomphé, rassemblaient des quantités de combattants. Dans le plus réussi, qui se tenait à Lagny, en Champagne, tout près de Paris, il y avait, me semble-t-il, environ 10 000 combattants. Il y avait 3 000 chevaliers et ceux qui les accompagnaient, les suiveurs, les serveurs, les écuyers, tous ceux qui portaient les... C'était la Coupe du Monde de football, quoi. Tout à fait. Il y avait l'équipe des Français, il y avait l'équipe des Normands, l'équipe des Angevins, l'équipe des Bourguignons, l'équipe des Anglais qui était dirigée par Guillaume le Maréchal. Et elle se regroupait en deux camps. Et les deux camps se lançaient l'un contre l'autre, non pas sur un terrain délimité, mais dans un immense espace libre, avec beaucoup d'accidents, et on utilisait tous ces accidents. Georges Duby, que nous venons d'entendre avec Jacques Chancel. Nous étions en 1984, au moment où paraît l'ouvrage de Georges Duby, Guillaume le Maréchal, où le meilleur chevalier du monde, c'est pas rien, ça doit être le meilleur chevalier du monde. C'est un texte qui avait été écrit à la gloire de ce personnage. Oui, donc effectivement, c'est un très beau livre que Georges Duby a consacré en 1984 à Guillaume le Maréchal. Alors, on a envie de dire qu'il y a quand même beaucoup de meilleurs chevaliers du monde. Si on en faisait la liste dès le XIIe siècle et ensuite dans l'histoire des tournois, elle serait quand même relativement longue. C'est déjà bien d'être le meilleur chevalier de sa génération, ou bien, notez-le, d'être le meilleur chevalier de son équipe. Car dans ces tournois d'équipe, il y a deux éléments distincts. On se préoccupe, mais pas trop finalement, de savoir quelle équipe a gagné, mais on se préoccupe peut-être encore plus de savoir qui a été le meilleur dans chacune des deux équipes. Et alors, à cet égard, il y a aussi évidemment des égos qui sont un petit peu écorchés, égratignés par ce problème de la désignation du meilleur. L'histoire de Guillaume le Maréchal en parle aussi. Et donc, effectivement, vous voyez, c'est très caractéristique, ça, de l'esprit de la chevalerie. Et le livre, malgré tout, fait état d'un certain nombre de tricheries et de discussions. On comprend très bien, puisque c'est toute la réputation et toute la fortune des garçons qui étaient en cause. Et puis des gens qui, quand même, quittaient l'équipe pour aller en rejoindre une autre. Georges Duby a parfaitement raison. Il y avait en principe des équipes par région, mais il y avait aussi des transfuges, il y
avait des types qui n'étaient pas contents parce qu'ils n'avaient pas toute leur place dans leur équipe et qui changeaient, quoi. Vous voyez. L'évolution du tournoi au fil du temps et qui nous conduit au XVIe, au XVIIe siècle, Marina Vialon, reflète encore ce tournoi quelques siècles plus tôt, parce qu'avec Guillaume le Maréchal, nous sommes fin XIIe siècle, début XIIIe siècle. Oui, il y a encore beaucoup de choses qui sont très similaires. Il faut savoir que le tournoi reflète toujours, d'une certaine façon, la réalité militaire de l'époque aussi. Donc, au XVe, XVIe siècle, on est toujours par équipe qu'on appelle des bandes, avec un capitaine, et ça fonctionne comme à la guerre. C'est-à-dire que le capitaine, il est là notamment pour fournir les armes ou les armures de quelqu'un qui ne pourrait pas le financer, et les membres de l'équipe vont porter les couleurs du capitaine. Et donc, parfois, ces équipes, ces bandes, elles sont en effet, elles reflètent des gens venant d'une même région, ou alors des gens qui ont déjà une allégeance, en tout cas des relations avec le capitaine. Donc, on va prendre des gens de la famille étendue, ou des gens qui sont déjà au service de ce capitaine, parfois à la guerre. Il peut y avoir des rivalités, en effet, nationales ou régionales, ou en tout cas d'allégeance. Et d'ailleurs, c'est très très mal vu de changer d'équipe, ou alors de participer dans une équipe étrangère, puisque l'allégeance qu'on a à son capitaine pendant le tournoi, eh bien, ça a une relation avec l'allégeance réelle. Par exemple, un Anglais qui serait dans une équipe d'un capitaine français, eh bien, ce serait assez mal vu de la part du roi d'Angleterre, par exemple. Alors, ça, c'est plus marqué à l'époque de Madame Vialon. Hein. Là, on touche du doigt quand même une évolution historique qui a coûté cher à l'Europe d'une certaine façon, mais c'est la crispation nationale de la fin du Moyen-Âge et de l'époque moderne. Ben oui, c'est ça. Hein, c'est toute cette réflexion sur ces identités et sur la formation, les origines de cette notion de nation. Marina Vialon, vous êtes spécialiste des armes, des armures et des équipements équestres. Là aussi, on voit une évolution. Je vous le demande autrement. Est-ce que peu à peu, l'équipement est amélioré ? Oui, l'équipement est amélioré à la guerre, évidemment. Entre le XIIe et le XVIe siècle, on a une évolution militaire qui se reflète dans les tournois. Il faut savoir que la plupart des tournois, même jusqu'au XVIe siècle, utilisent la même armure qu'on utilise à la guerre. Même si certains types de tournois, certains types de joutes, désormais vont requérir des équipements spécialisés qui sont souvent beaucoup plus lourds. Tout à l'heure, on a entendu le béour, des gens qui nous disent 30 kilos et tout. Une armure de guerre, ça pèse pas 30 kilos. Une armure de guerre on va dire équestre, c'est environ 23-25 kilos, donc c'est pas énorme. C'est déjà ça. Mais c'est réparti sur tout le corps, donc c'est beaucoup moins que ce que portent certains militaires d'aujourd'hui. Mais par contre, les équipements de joutes lourdes, par exemple, vont être beaucoup plus lourds, jusqu'à 40-50 kilos, mais ce sont des équipements de sport pour le coup, avec des armes spécialisées. Et même les armes, on va avoir des armes qui sont émoussées ou non selon les règlements. En France, jusqu'à tardivement, on utilise encore des lances aiguisées pour certains tournois. Pour d'autres, on va utiliser des lances émoussées. Donc, l'équipement évolue vers plus de sécurité, déjà. Même si, pour certains tournois, on va vouloir prendre de l'équipement de guerre, justement, pour refléter le courage des participants. Et pour savoir si l'on doit se rendre au tournoi avec une arme émoussée ou non émoussée, il suffit de bien écouter l'annonce du tournoi. Ces 10 gentilshommes furent à Paris à son de trompe, par tous les carrefours, pour publier ce combat, en faisant savoir que tout chevalier, écuyer, gentilhomme, capitaines et chefs de guerre, qui au 10 combats se voudraient trouver au château de Sandricourt, où les 10 gentilshommes, tenant le pas, seraient pour attendre tout venant à combattre à pied et à cheval, que là ils seraient honorablement reçus et amiablement fêtés. En plusieurs autres villes et places du royaume de France fut le 10 combat publié. Au château de Sandricourt, jamais ne fut plus excellente chevalerie. Là était un nombre infini de dames, damoiselles de beauté tant excessive ornées que la splendeur de leurs faces irradiait toute la contrée. Juges et commis étaient aux 10 lieux pour dire des coups et faire raison et droit à chacun selon son mérite. Le héros du duc Louis d'Orléans qui rédige pas d'armes de Sandricourt, nous sommes en 1493, c'est une lecture de Mathieu Copal dans le cours de l'histoire, annonce le tournoi parce que il y a de ça aussi, cette organisation, faut qu'elle soit diffusée, savoir ce qu'on peut faire, où aller, à quel moment y aller.
Alors effectivement, les tournois sont publiés, en ce sens qu'il y a beaucoup de messages et de relations dans la société aristocratique. Dans l'annonce, il y a un point important qu'on a entendu, c'est tout écuyer, gentilhomme, doit y participer. Alors ça pose le problème de la fermeture sociale. C'est déjà beau d'accepter des écuyers qui sont le statut en dessous de chevaliers, qui peuvent être plus mêlés, mais c'est pas exceptionnel. Et en fait, les tournois, bien entendu, se veulent réservés à des gens qui s'affrontent en étant de même statut social. On se mesure au sens propre les uns aux autres. Mais il existe aussi, alors du coup, des tournois réservés à cette catégorie sociale de plus en plus importante au XIVe siècle, qui sont les bourgeois enrichis, que les historiens appellent des patriciens, qui voudraient avoir des attitudes et une vie de nobles, qui se payent des armes de chevaliers, qui essayent malgré tout de différentes manières en douce d'entrer dans la noblesse, mais qui ont des problèmes. Et alors pour eux, il arrive qu'il y ait des tournois bourgeois, il y a notamment, ou patriciens, il y a notamment des tournois spéciaux opposant les grands bourgeois de Paris, dont le jeune Étienne Marcel, le futur prévôt des marchands au début XIVe, et des Flamands. Et puis en Allemagne, dans un tournoi, je crois que c'est encore à Magdebourg, réservé aussi aux bourgeois, dont le récit est un petit peu parodique, disant que le vainqueur aura droit à une nuit avec la prostituée la plus vieille de la ville. Donc, vous voyez, c'est quand même, on n'est plus tout à fait dans la courtoisie bon chic, bon genre qui caractérise les tournois de la plus haute noblesse. Mais le texte est peut-être un petit peu parodique ou pour rire, je ne sais pas. L'amour courtois est loin dans cette annonce de tournoi de Sandricourt. Marina Vialon, il a dit beaucoup de choses ici, Oui, alors déjà sur l'annonce des tournois, c'est quelque chose justement à partir du XVe siècle qui se structure encore plus, notamment avec la montée, on va dire, sociale des héros d'armes, puisque donc ces règlements sont rédigés souvent par les gentilshommes qui organisent, rédigés par les héros qui vérifient les règlements, etc. Et puis selon la portée de l'événement, on va publier ces tournois plus ou moins en avance, parfois 2-3 mois lorsqu'on peut, mais les petits tournois, on va dire plus locaux, on va pas forcément les envoyer aux quatre coins de l'Europe. Et donc il faut mettre dans ces règlements à qui s'adresse le tournoi, les différentes épreuves, les différentes armes et armures. On parlait de l'accessibilité des tournois aux nobles ou non nobles. Alors en France, en général, sauf pour ces tournois patriciens très particuliers, c'est réservé à la noblesse. Et d'ailleurs, à partir du XVe siècle, on met en place une cérémonie au début du tournoi qui s'appelle l'accrochage des écus. Et donc les participants doivent venir au moins 3 jours avant le début du tournoi, et les héros vont prendre leur nom, prendre leurs armes, leurs armoiries, vérifier qu'ils sont bien nobles, et on va afficher les écus pendant toute la durée du tournoi comme preuve que les personnes qui sont engagées dans ce tournoi sont bien nobles, et ça permet aussi de savoir qui est engagé, puisque les gens doivent de reconnaître les armes d'un tel ou d'un tel. Oui, là encore, Madame Vialon touche un point important, c'est que le développement de l'héraldique en Occident, les historiens discutent, mais il a probablement été lié tout de même au tournoi. C'est dans le courant du XIIe siècle, au même moment qu'apparaissent les armoiries, le système d'armoirie occidental, que Michel Pastoureau et d'autres ont, je crois, très, très bien étudié, et que se développe le tournoi et toute la culture chevaleresque. Et les héros, évidemment, sont des grands spécialistes de l'héraldique, des devises, d'un certain nombre de choses. Avec ces héros que nous avons évoqués, nous avons parlé de Guillaume le Maréchal, il y en a d'autres. Est-ce qu'il est possible d'avoir une ascension sociale magnifique, tout simplement parce qu'on leur remporte des tournois, parce que nous sommes champions? Oui, le tournoi, même aux périodes les plus tardives, est un moyen d'ascension sociale, tout comme la guerre d'ailleurs. Évidemment, on a dit que le tournoi, même quand il est réservé à la noblesse, il y a plusieurs catégories de noblesse. Il y a des petits nobles qui sont complètement désargentés, et puis de l'autre côté, il y a des princes. Et les tournois permettent, en théorie, de rassembler toute cette nuance de noblesse, et de permettre à des chevaliers plus désargentés, moins connus, de se faire
faire connaître et peut-être de se faire engager dans une compagnie militaire par un prince, par exemple par un capitaine, de par leur prouesse en lice, et ensuite obtenir des terres, des offices et avoir une véritable ascension sociale. Alors à la fin de la période, il y a toujours des prix dans les tournois, mais c'est pas comme les périodes précédentes où on remporte pas forcément le cheval, on peut pas forcément faire des fortunes en remportant les tournois. D'ailleurs, les tournois sont tellement chers que souvent on dépense plus que ce qu'on peut gagner, mais par contre, le bénéfice social peut être vraiment énorme pour un certain nombre de chevaliers qui commencent assez modestement et qui finissent dans les plus hautes sphères de l'État. Pourquoi pas connétable de France, du Guesclin? Oui, alors effectivement, il y a en particulier le cas des cadets de familles nobles, qui n'ont pas grand-chose, mais qui sont nobles, et comme c'était le cas de Guillaume le Maréchal au XIIe siècle, et qui vont faire une belle carrière. Vous avez dit aussi une autre chose importante et qui apparaît souvent, c'est que les tournois sont des endroits où l'on recrute des combattants, et où par conséquent, c'est pas uniquement un spectacle pour faire plaisir aux dames, c'est quand même quelque chose de fonctionnel dans l'organisation des armées médiévales. Jusqu'en 1559, jusqu'à ce terrible tournoi. Un éclat a profondément pénétré dans l'œil du roi. La blessure est grave et profonde. Mais si Ambroise paraît, le sort du roi est entre vos mains. C'est pas la forme. La princesse de Clèves, le film de Jean Delannoy en 1961, d'après le roman évidemment de Madame Le Lafayette en 1678, Marina Vialon. Le roi Henri II touché à l'œil lors d'un tournoi, ça marque la fin des tournois, c'est bien souvent comme ça que c'est présenté. Alors en fait, c'est une idée reçue. Ça marque pas du tout la fin du tournoi en France et encore moins à l'échelle européenne. Mais ce qui se passe, c'est que forcément la mort d'Henri II est un traumatisme dans le contexte, on va dire, politique de l'époque, puisque c'était très soudain. Le tournoi auquel il participe est un tournoi qui a haute portée politique, puis qui célèbre la paix de Cateau-Cambrésis. Donc c'est une paix militaire qui se scelle par un double mariage. Et donc il y a beaucoup d'envoyés européens qui assistent à ce tournoi. Et par la suite, François II va décéder un an après son couronnement, et puis on a de très jeunes fils, Charles IX qui entre en scène, et la reprise des gardes religieux. Donc ça découle sur des décennies en fait de troubles politiques, et on va accuser rétrospectivement un peu ce tournoi d'être la raison de tous ces malheurs. Or Henri II, lorsqu'il joue en 1559, il est à sa place en tant que roi, c'est-à-dire qu'il doit être là en lice, et en fait c'est vraiment pas de chance, on va dire, cet accident, puisqu'il n'a pas fait d'erreur, contrairement à ce qu'on peut entendre. Il n'a pas oublié de fermer son casque ou quoi que ce soit. Le tournoi était en plus très sécurisé, on avait choisi des armes émoussées, enfin voilà, c'est vraiment la faute à pas de chance, mais les conséquences politiques ont été dramatiques. Et ce qui se passe, c'est que la seule conséquence directe sur, on va dire, l'interdiction au nom des tournois, c'est que Catherine de Médicis va interdire à ses jeunes fils survivants, après la mort de François II, de participer à des joutes, attention, pas des tournois, juste à la joute, puisque les jeunes fils continuent à tournoyer, notamment à pied, dans des grandes fêtes de cour, parce que c'est très important que le roi se montre en train de combattre, notamment devant les ambassadeurs, etc., puisqu'il incarne la force militaire du royaume. Donc symboliquement, un roi qui ne tournoie plus, c'est un roi qui n'est plus en capacité de diriger son peuple, en particulier en France, où l'aspect chevaleresque du corps du roi est extrêmement important. Et donc ce qui va se passer, c'est que le roi ne joute plus, il y a toujours des joutes à la cour, on y assiste, dans les années 60, 70, etc. Mais comme le roi ne joute plus, eh bien, la joute va être un peu moins populaire à la cour, petite, mais très progressivement, dans les dernières décennies du XVIe siècle. Et puis aussi, parallèlement, l'évolution militaire va faire que la lance est de moins en moins utilisée. Donc, on voit de moins en moins l'intérêt de s'entraîner depuis l'enfance à cette activité qui est très, très compliquée à bien réaliser. Et donc,
Ceci étant, de moins en moins de Français vont pratiquer la joute, mais jusqu'au début de Louis XIII, on joute dans les rues de Paris. Ah oui, encore au début du XVIIe siècle, oui. Il y a des joutes pour terminer, Dominique Barthélémy. Cela montre bien l'importance de la symbolique, de cet imaginaire chevaleresque qui se poursuit. Ça ne prend pas fin à la Renaissance, ça continue. Encore au début du XVIIe siècle, il y a le tournoi qui est présent comme référence. Oui, tout à fait. Mais je crois que Madame Vialon a parfaitement conclu sur le déclin très relatif et la poursuite des tournois encore, parce que c'était quelque chose de très attachant, de magnifique. Et alors, on dit aussi que ça a été remplacé quand même par des carousels. Alors, c'est pas remplacé. Le carrousel, il apparaît au XVIe siècle. Le carrousel, c'est un spectacle. En fait, c'est une sorte de mêlée, mais on se bat pas vraiment. C'est une sorte de chorégraphie équestre qui imite une bataille de façon plus chorégraphique. Et on a d'autres jeux équestres, comme le jeu de la bague, choses comme ça, qui vont perdurer là où le véritable tournoi à l'encontre va cesser au début du XVIIe siècle. Eh bien voilà, les choses ne disparaissent pas. Elles se transforment, elles s'adaptent à des contextes différents. Merci vivement à tous les deux, Marina Vialon, de nous avoir présenté ces tournoi et notamment évoquer la mort de ce pauvre roi Henri II. Et merci à vous, Dominique Barthélémy. Je rappelle la bataille de Bouvines, histoire et légende, que l'on peut retrouver en publication en poche. Merci vraiment à vous deux. Maintenant, la joute continue, mais c'est avec Gérard Noiriel, le pourquoi du comment. Comment sont nées les classes dangereuses ? La guerre civile entre les Armagnacs et les Bourguignons s'est terminée par une trêve en 1435. Et en 1453, la défaite des Anglais lors de la bataille de Castillon, en Dordogne, a mis fin à la guerre de 100 ans. Les soldats qui avaient profité de ces conflits incessants pour semer la terreur partout où ils étaient passés furent alors désœuvrés. Le roi Charles VII se débarrassa d'une grande partie de ceux qu'on appelait alors les écorcheurs, en les renvoyant dans leur contrée d'origine, principalement en Suisse et en Alsace. Mais beaucoup d'entre eux demeurèrent dans le royaume de France et rejoignirent les bandes de brigands. C'est dans la région de Dijon que sévit la plus célèbre d'entre elles. Elle fut surnommée les coquillards, parce que ses membres avaient adopté comme symbole de ralliement la coquille des pèlerins de Saint-Jacques. Ils sont assez bien connus car les archives départementales de la Côte d'Or ont conservé un cahier d'une 15aine de pages rédigé lors de leur procès qui eut lieu à Dijon en 1455. La composition sociale de cette bande montre une grande diversité de professions. Beaucoup étaient de pauvres hères sans emploi, mais certains étaient issus du milieu artisanal, bouchers, orfèvres, émailleurs, etc. D'autres étaient des marchands, des soldats, des clercs, des chanteurs ou même des étudiants. Leur origine géographique était elle aussi très variée. Parmi eux, on trouvait des Parisiens, des Écossais, des Bretons, des Savoyards, des Provençaux et même quelques Espagnols. Les coquillards n'appartenaient pas au royaume des gueux, expression utilisée au Moyen-Âge pour désigner l'émeute de mendiants qui sévissaient dans les grandes villes. Les coquillards apparaissent plutôt comme une contre-société qui possédait ses propres règles. Dirigée par celui qu'on surnommait le roi de la coquille, la bande avait établi sa propre hiérarchie, désignée par son propre vocabulaire. Les maîtres utilisaient les apprentis comme tueurs, appelés les envoyeurs, comme coupeurs de bourse, les vendangeurs, ou comme tricheurs aux jeux de hasard, les béfleurs. Les bandes criminelles qui ont sévi après la guerre de 100 ans, comme celle des coquillards, ont joué un rôle essentiel dans l'évolution des représentations du milieu criminel. Les fantasmes de prolifération, de contamination, de pollution par le crime ont alimenté une nouvelle mentalité à l'égard des mendiants, des pauvres et des étrangers. L'image des gueux a progressivement cédé la place à celle des classes dangereuses qui s'est imposée au XIXe siècle. Ce changement dans les représentations s'est concrétisé par la publication de traités et d'essais dressant des taxinomies de voleurs ou de vagabonds. Dans le même temps, la littérature s'est emparée de la langue verte des coquillards, comme le montre la fameuse ballade en jargon jobelin de François Villon. C'est un mélange de termes étrangers et de mots issus de l'ancien français, du latin
et même de la langue universitaire. Quelques-uns de ces termes, comme le mot « dupe », sont entrés dans le langage courant. D'autres, comme « quille » pour « jambe », font toujours partie du langage argotique. Merci Gérard Noiriel, c'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Mathieu Copal, Jeanne Delecroix, Anne-Toscane Viudès, Jeanne Copet et Maïwen Guiziou. Merci à l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel pour les archives. Merci à la discothèque de Radio France pour les musiques. Cette émission et toutes les précédentes sont à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et l'appli Radio France. France Culture invente le manga audio. Épique, comique, parfois gore et même kawaii. Dormido vous emmène dans une aventure sonore pleine de monstres et de magie. Aiden, un orphelin de 14 ans, voit son existence bouleversée lorsqu'une araignée géante attaque son village. C'est l'histoire d'un garçon qui se transforme en monstre et qui détruit tout son village. Ça te dit un truc ? Dormido, une série originale écrite par Élie Oliven et réalisée par Christophe Hoquet. J'ai envie de voyager. À dévorer sur franceculture.fr et l'appli Radio France.